My friends, these past few weeks, events in the Middle East have highlighted a worrisome, ongoing trend. And it should be one of great concerns to us all, and move us all to do better. This country was once deemed as being one of two solitudes, but it is now on a fast track to becoming one of 40 million. 40 million solitudes, 40 million fragmented spaces that struggle to speak and talk to one another. This is neither accidental nor unavoidable. A look at our leaders here in this house, calling one another crazy, heckling one another, is sufficient to understand that our capacity and our ability to talk and listen to one another is fundamentally broken. Now, this is having real-life consequences, however, and they are putting people's lives at risk. We cannot continue down this road. Yes, the world is now a mess on a scale that we struggle to contend with. And it's having impacts here at home as well. The onslaught of horrors that we consume on a daily basis, each on our own screens, renders us further helpless. And we're desperately looking for the saviors, the strongmen, the simple narratives, the people that will have all the answers, that will promise all we've been meaning to hear, that will assuage our common pain and anger by mirroring it in the public space. And I don't need to name names for you to know who I'm talking about here. So yes, there is a lot of pain and anger in this country, and I see it everywhere I go. I see it in the eyes of the moms that are struggling to afford groceries. I see it in the incivility that I notice among bus and metro passengers in big cities. You see it in the daily flow of tweets and angry posts and Instagram videos that you see online. There is anger in this country, and sadly, we are turning it against one another. But we all know what COVID did to us. As it ripped through our communities, we felt powerless, stripped of our agency and our freedom, and the most harmless acts of love became the bearers of sickness and death. We became trapped behind our screens, isolated from one another, cast into the hellish world of social media to express our every thoughts. And all of a sudden, when it all ended, we were told by the holy trinity of government, business, and the media to resume our lives as though nothing had happened. But so much had. The buried feelings, the pain, the sadness, the anger, the anxiety, they were all made to go numb and lay dormant to avoid further disruption. So in such times, it's not uncommon for outside events to awaken, spark these feelings back to life. Like many Canadians, I've followed with horrors the events that have been taking place in Israel and Palestine since October 7. And as with most conflicts, we were all quickly asked to take sides. Either you're with us or against us. Any balanced, cautious perspective became a target for criticisms from one side or in some cases from both sides. And as the human toll and suffering increased, the tone of the discourse here at home hardened. Violence and hurt abroad appeared to legitimize and justify any kinds of ways of expressing one's hurt here at home in Canada, all in hopes of pushing politicians and bystanders to espouse our preferred narrative, our preferred vision about this conflict. Now at home, with both sides claiming the moral high ground, some felt justified to go beyond words and carry acts that are despicable and have no possible justification here in Canada. But let me be crystal clear, there is little we can say or do here in Canada that will have much in the way of impact out there. Of course, I've condemned Hamas's horrific attacks. Of course, I support a ceasefire in the region. I'm outraged by the horrendous violations that take place, and I'm also worried about the genocidal tone that we hear from the parties to this conflict. But I also know that outrage and anger and division, they have seldom changed the world for a better place. With some chance, maybe we'll get our government to go in one direction or another, but whoever thinks that Canada is going to make a huge deal of it, a huge difference out there, it should think twice. It's often easier to fix problems abroad and other people's problems than our own problems.
And we must recognize that Canada alone will not fix the Middle East. Does it mean that we lay down and turn inward and avoid stating our views forever? No, of course it doesn't. But it means that maybe we need to lower the temperature a bit and set up an example for the world to see, a positive example. But to do so, we need to relearn the fundamentals of public discussion in this country. Allow me to cite John Diefenbaker. I'm a Canadian, free to speak without fear, free to worship in my own way, free to stand for what I think is right, and free to oppose what I think is wrong. The hyperbole and attacks between Canadians must stop, and this applies to everyone. Pro-Palestinian, pro-Israelis, left, right, woke, anti-woke, pro-vax, anti-vax, pro-climate justice, oil and gas defenders, everyone. It's not normal that in this situation currently we would have people generalizing, accusing pro-Palestinian activists of being Nazis on the one hand or anti-Semites, and on the other people who would cast the blame for Israel's action on our Jewish brothers and sisters here in Canada. But as it would, the toxic nature of our collective discourse right now, it's having real-life impacts. The ongoing wave of armed attacks, the threats, the boycotts, the vandalism against Jewish and Muslim communities, this has no place in Canada. There is no place in this country for hatred or the glorification of violence. We can do better. Because if we, of all people, succeed not in living together peacefully, while respecting another's right to disagree and live their lives, if we cannot, then how can we possibly ask anyone else in less than auspicious circumstances, in less peaceful circumstances than the ones we have, how can we ask these people to succeed where we would allow ourselves to fail? Our story isn't one of great aspirations and revolutions and strides and powerful words. Our desires are simple. Peace, order, and good government. And these are not aspirations we can take for granted. So if we have now one gift to collectively offer the world in a humble and truthful manner, it is in demonstrating that people of different faith who come from different places, who disagree with one another, can still work together, act together with love in a humane and compassionate way. That, my friends, is the Canadian way. Let's make it shine. Je vais reprendre en français, si c'est possible. Chers amis, depuis plus d'un mois, les récents événements au Moyen-Orient ont mis en lumière des tendances qui sont inquiétantes partout à travers le pays. Puis des tendances qui devraient tous nous inquiéter, nous encourager à faire beaucoup mieux. On a autrefois dit du Canada que c'était un pays de deux solitudes, mais force est d'admettre qu'on est en train d'en devenir 40 millions. 40 millions de solitude, 40 millions de gens isolés les uns des autres qui ne savent ni parler, ni s'entendre, ni se respecter les uns les autres. Et ça, c'est pas accidentel et c'est pas inévitable. Il faut juste regarder nos leaders qui se traitent de tous les noms, qui s'envoient promener pour le show, plutôt que de dialoguer, pour comprendre que notre capacité à nous écouter les uns les autres, elle est un peu brisée. Malheureusement, ça commence à avoir des vraies conséquences dans la vie de tous les jours et ça met du monde à risque. On ne peut pas continuer sur cette voie-là. Oui, la planète est en pleine ébullition, en pleine crise, puis on a l'impression que ça nous paraît sans précédent pour plusieurs. Et ça a des impacts ici. Le déluge de mauvaises nouvelles qu'on consomme tous les jours sur nos petits écrans isolés les uns les autres nous donne l'impression qu'on n'a pas de pouvoir. Puis là, on se met à chercher des solutions simples et rapides, des sauveurs qui ont l'air de se tenir droit dans leurs bottes puis qui prétendent avoir toutes les réponses à tous les problèmes, qui nous disent tout ce qu'on veut entendre, des sauveurs qui profitent de la colère qu'on a au fond du cœur. Puis j'ai pas besoin de nommer de nom pour savoir de qui je parle. Mais de la colère, effectivement, il y en a beaucoup dans ce pays, puis je la vois partout. Je la vois dans les yeux des mères qui ont de la misère à payer leur bill d'épicerie. Je la vois dans le manque de respect, la brutalité entre passagers dans le bus, dans le métro. Je la vois dans le déferlement incessant de tweets, de posts Instagram extrêmement violents qu'on voit en ligne. De la colère, il y en a dans ce pays. Elle est viscérale chez certains. Pour la plupart, elle est latente. Puis cette colère-là, malheureusement, on est en train de se l'envoyer en pleine face. Ça vaudrait peut-être la peine, par exemple, de revenir un petit peu en arrière pour se rappeler ce qui nous est arrivé. On sait tous l'impact que COVID a eu chez nous.
COVID nous a réappris à avoir peur les uns des autres. Elle nous a laissé vider, impuissants, dérobés de notre capacité à agir comme on le souhaite, de notre liberté. Puis les actes d'amour les plus anodins sont devenus dangereux. On s'est ramassé isolé du jour au lendemain à ne plus pouvoir partager nos états d'esprit qu'en ligne, à travers les réseaux sociaux, à distance, sur des plateformes artificielles. Mais là, à un moment donné, une fois que la crise s'est réglée, la sainte trinité des gouvernements, des médias, de la business nous a dit « ça va, retourner à vos occupations, reprenez votre vie comme si rien ne s'était passé ». Mais il s'en était passé des trucs. Puis nos sentiments enterrés, notre douleur, notre tristesse, notre colère, il a fallu les mettre de côté pour éviter les débordements. Alors, c'est normal que quand il y a des événements comme ceux qu'on voit au Moyen-Orient en ce moment, c'est normal que ces événements-là fassent ressurgir cette colère, cette anxiété, cette tristesse. Comme bien du monde ici, j'ai suivi ce qui s'est passé en Israël et en Palestine depuis le 7 octobre, puis comme pour bien des conflits, on nous a rapidement demandé de prendre un côté ou l'autre. Soit vous êtes avec nous ou contre nous. C'était impossible à certains moments, et ce l'est toujours pour certains, d'offrir une perspective balancée sans être critiqué ou mis de côté par un côté ou l'autre, puis parfois même par les deux côtés en même temps. Et au fur et à mesure qu'augmente le bilan humain de cette tragédie au Moyen-Orient, le ton des uns et des autres durcit ici à la maison, presque comme si cette violence qui est externe à nous justifiait, légitimerait toutes les formes possibles et imaginables d'expression pour amener nos politiciens à se ranger d'un bord ou de l'autre, sans quelque ambiguïté que ce soit. Puis si jamais ils mettent leurs pieds dans la bouche, si jamais ils divergent un tout petit peu de nos perspectives favorites, on va les humilier, on va les attaquer. C'est pas comme ça que devraient se faire les choses ici. Mais avec deux positions tranchées comme celles qu'on voit présentement, qui se drapent toutes les deux de la supériorité morale, des individus se sentent maintenant encouragés à aller au-delà des mots pour poser des actes ignobles et injustifiables ici au Canada. Là, je veux être absolument clair. Il n'y a rien qu'on peut faire ou dire ici au Canada qui aura un immense impact sur la situation en Israël et en Palestine. Oui, moi aussi, j'ai condamné les attaques perfides du Hamas. Je demande aussi un cessez-le-feu. Oui, je suis horrifié par les violations qui se passent de manière significative à tous les jours. Et oui, le ton génocidaire employé par certains représentants politiques là-bas m'inquiète énormément. Mais je sais aussi qu'il y a des limites à l'outrage, puis qu'on a rarement créé un monde meilleur en se limitant à la colère pour faire avancer les choses. Avec un peu de chance, c'est possible qu'on parvienne à faire changer le gouvernement du Canada d'un bord ou de l'autre, mais il faut quand même être réaliste ici. Le gouvernement du Canada a très peu d'influence sur la situation sur place. Puis c'est souvent plus facile de vouloir régler les problèmes des autres que de vouloir et d'être capable de régler nos problèmes ici à la maison. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait se coucher à plat ventre puis arrêter de faire valoir nos opinions, se renfermer sur nous-mêmes? Évidemment pas. Ça veut dire que si on veut faire changer les choses, il faudrait peut-être réapprendre à mener par l'exemple, à réapprendre à s'écouter les uns les autres. Il y a un grand politicien de chez nous qui a un jour dit du pays qu'il voulait créer, et je cite, qu'il s'agissait d'une aventure collective où chacun d'entre nous peut trouver sa place. Vivre ensemble, c'est participer à cette grande aventure en respectant nos différences. Ça, évidemment, c'est René Lévesque qui nous le disait, puis j'ai pas besoin d'être indépendantiste pour être en accord avec lui. Respecter nos différences, ça s'applique à tout le monde, qu'on soit pro-palestinien, pro-israélien, à droite, à gauche, woke, pas woke, anti-vax, pro-vax. Arrêtons ces exagérations, ces attaques entre Canadiens. C'est pas normal que certains se mettent à accuser les activistes pro-palestiniens d'être des nazis, puis c'est pas normal que d'autres blâment et attaquent la communauté juive pour ce qui se passe en Israël. Mais sans surprise, la nature toxique de notre discours collectif, en ce moment, elle est en train d'avoir des répercussions terribles dans la vie de tous les jours. Les vagues d'attaques qu'on est en train de voir, des menaces, des boycotts, du vandalisme contre des établissements, les communautés juives et musulmanes, un peu partout à travers le pays, ça doit s'arrêter maintenant. Il n'y a pas de place pour la violence ou les discours haineux ici au Canada. Il faut qu'on se rappelle qui on est, parce que si nous autres, on n'est pas capable de mieux s'entendre puis de vivre en paix en respectant le droit d'autrui, d'être en désaccord, si nous autres, on n'est pas capable, comment est-ce qu'on peut demander à qui que ce soit d'autre, dans des circonstances absolument difficiles, de réussir là où nous, on se permettrait d'échouer?
Notre histoire collective, c'est pas une histoire de grandes révolutions puis de grands mots. Nos aspirations, elles sont simples. Vivre en paix avec un bon gouvernement qui prend soin des gens. Puis ça, on ne peut pas le prendre pour acquis. Si on a un cadeau à donner au monde en ce moment, c'est de nous offrir un exemple en démontrant que c'est possible pour des gens qui sont en désaccord les uns avec les autres, qui vénèrent peut-être des dieux différents, qui viennent d'endroits différents, que c'est possible pour ces différences-là de travailler ensemble de manière avec compassion, de manière unie pour faire avancer le pays. Puis ça, mes amis, c'est comme ça qu'on fait les choses chez nous, c'est comme ça qu'on devrait les faire, puis c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait offrir au monde présentement dans ce contexte où ces atrocités se produisent au Moyen-Orient. Merci. Yes, we have one participant online. Stuart, if you have a question, please raise your hand, and if we'll wait a few seconds. I believe there are no questions online, so that'll be it for the press conference. Thank you. Merci beaucoup. Merci.